Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Certains rêvent d'être libres financièrement, elle l'a fait. Et elle ne l'a pas fait seule, elle l'a fait en couple. Aujourd'hui, j'accueille Dorine à mon micro. Un jour, Dorine s'est regardée du dessus et a fait un état des lieux. Métro, boulot, dodo, mais encore pire que ça, épuisement, perte de sens et petit pot à gogo. Dorine nous raconte chaque étape qu'ils ont traversée et comment ils n'ont rien lâché avec son mari alors que leur entourage les prenait pour des dingues. Elle nous explique comment en parallèle de 1, 2, 3 enfants, petit à petit avec Cyril, ils ont acheté 1, 2, puis 3 immeubles pour devenir enfin libres financièrement. Je ne t'en dis pas plus et je laisse place à mon invitée Dorine. Hello Dorine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de Boss Équilibré. Enchantée, je suis ravie d'être là. Trop cool. Bah écoute, je t'ai invitée aujourd'hui pour que tu nous présentes un petit peu ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. En plus, je crois que tu n'es pas toute seule. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quelle est ta situation familiale? Avec un petit peu un retour dans le passé aussi ou juste là Allez, aujourd'hui. dis-nous aujourd'hui et puis on va faire un retour dans le temps après. Alors aujourd'hui, du coup, je suis en couple avec 3 enfants. Donc Cyril, c'est mon mari. Et aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle Les Investisseurs Sereins, dans lequel je partage plein de conseils sur l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, avec Cyril, on vit de nos investissements immobiliers et on s'est lancé dans le business depuis bientôt 1 an que j'ai le podcast Les Investisseurs Sereins. C'est dingue. Quand tu dis ça, on a l'impression que tout s'est fait en fait en 1 an, mais je crois pas. Non, Ou alors vous êtes des super-héros. Mais juste avant qu'on fasse un petit retour dans le temps, est-ce que tu pourrais me dire si les mots organisation, gestion du temps, productivité, ce sont des mots plutôt cool pour toi ou si ce sont des mots qui ont tendance à te faire peur? Alors, de nature, je suis quelqu'un de archi spontané et pas du tout organisé, de base. Mais en ayant eu un premier enfant, puis un deuxième enfant, j'ai commencé à comprendre que ça devenait nécessaire si je voulais survivre. Voilà, et en l'occurrence, là, j'en ai 3 maintenant. Ils ont quel âge? Alors, ils ont 7 ans, 5 ans et 2 ans. Ok, donc toujours petit. Et donc en fait, pour toi, c'est la maternité, le fait d'avoir des enfants qui a changé ton rapport avec l'organisation? Bah complètement, parce que en vrai, en fait, quand je travaillais, entre guillemets, sans enfant, bah le soir, j'allais au restaurant avec mon chéri, on se regarde un petit film avant d'aller se coucher, et le week-end, on va au cinéma. Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était important de gérer son temps. Ouais. Et c'est vrai que l'arrivée d'un premier enfant, et puis surtout, moi, c'était l'arrivée du deuxième qui m'avait vraiment chamboulée, où là, je me suis dit, non mais attends, là, tout est chronométré, quoi. Tu vois, chaque minute compte. Et c'est là que mon rapport au temps a changé. Mais je suis loin d'être un exemple d'organisation. Je vis beaucoup de moments où je me dis, non mais c'est pas possible. Voilà. Bah écoute, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Dans tous les cas, je le dis, je le répète toujours, il n'y a pas un modèle d'organisation. Il y a sa propre organisation. Le tout, c'est de la trouver et d'avoir envie aussi de la trouver. Mais comme tu dis, le temps, en fait, c'est une des ressources en fait qu'on a tous en commun et les journées, elles peuvent pas se rallonger. Donc, il faut faire avec ce qu'on a et s'organiser comme on peut. Alors justement, en termes d'organisation, de gestion du temps, etc., aujourd'hui, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si on vous regarde de l'extérieur, donc ton business à toi et à Cyril, ça peut faire rêver, genre, tous les gens qui rêvent de l'investissement immobilier, qui se disent, moi, je vais investir et puis, bah, en fait, je vais avoir les pieds en éventail et voilà. Avant d'arriver à ça, déjà, tu nous diras après si vraiment c'est opportun de penser ça, mais qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous en êtes arrivé là? Alors, donc au départ, on habitait à Paris, on était tous les deux à temps plein, on bossait à fond. On a eu notre premier enfant, jusque-là ça allait et on s'était dit « Ah mais pour notre retraite, on n'a rien ». On était vraiment complètement, on va dire, dans le moule de tous les Parisiens, je sais pas si c'est le terme, mais on bossait, on gagnait bien notre vie et nos copains achetaient leur résidence principale. Et puis moi j'avais un bug un peu, j'ai commencé à bugger. Je me suis dit non mais en fait là si on achète une résidence principale, en plus j'avais envie d'avoir
au moins 2 voire 3 enfants, je voyais que en termes de surface et d'endettement, sachant qu'on voulait absolument être à Paris intramuros, en fait, je me bloquais jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, je me suis dit, là, j'en ai pour 25 ans à devoir rembourser un appart à 800 000 euros. Enfin, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. On a cheminé et on s'est lancé dans un investissement immobilier qui était un immeuble de rapport à Metz, donc ma ville natale. Donc, c'était pas dans Paris. Ça a été un long chemin. Et on a acheté cet immeuble vraiment dans l'optique, on fait de notre mieux pour notre investissement. On a échappé au Pinel et à des investissements, on va dire, moins rentables qui nous auraient également enchaînés jusqu'à la fin de notre vie parce que ça nous aurait pas permis de générer d'argent. Et cet immeuble-là, en fait, il était super rentable. On a commencé à avoir de l'argent. Et dans la foulée, donc du cash flow positif, c'est-à-dire on avait plus de 700 euros par mois en plus dans notre poche tous les mois avec cet immeuble. Et moi, dans ma tête, il y a eu l'arrivée du deuxième enfant qui pour moi a été, je pense, un tunnel d'1 an parce qu'ils étaient un petit peu rapprochés les deux et j'étais pas prête à tout ça. Et du coup, en fait, là, il y a d'un seul coup, ça s'est aligné dans ma tête où je me suis dit, non mais en fait, faut faire quelque chose, quoi. Faut faire quelque chose avec ça pour générer de l'argent. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans une phase de down dans ma vie où je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Justement, par rapport à cette phase de down, donc toi, tu étais salariée, tu faisais quoi comme activité? À quoi ressemblaient tes journées à cette époque-là, juste avant que tu investisses dans cet immeuble de rapport? Alors, moi, de formation, je suis ingénieure en informatique. Donc, Ok. j'aime bien les logiciels et tout ça. Et j'étais donc chef de produit Donc, chef de produit, ça veut dire que tu designs les logiciels pour une start-up numérique en marketing digital. Donc, Ok. c'était un truc un peu technique sur voilà, la gestion automatique des publicités. Enfin, c'était assez intéressant, mais en soi, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Et mes journées, c'était simple. Cyril était en déplacement très régulièrement, parce que lui, il avait un poste à responsabilité. Il était en déplacement. Moi, j'étais beaucoup moins... Moi, j'avais moins de responsabilités, tu vois. Moi, Ouais. j'avais managé personne, je devais juste gérer mon truc, j'avais Tu mon faisais ton chef. taf et puis voilà, quoi. Voilà, Ouais. donc je pouvais arriver à 9h. C'est moi qui m'occupais souvent de déposer les enfants quand Cyril était en déplacement, et c'est moi qui, à 18h, 18h15, je devais me précipiter pour aller récupérer les enfants max à 18h30, et puis je rentrais, et puis j'étais pas du tout organisée, donc j'ouvre le frigo, y a rien à manger, donc t'as tes 2 gamins qui braillent, et puis t'es là, bon, alors du coup je vais faire un surgelé, ou je vais faire un petit pot, et en fait, en plus ils voulaient pas dormir, moi j'avais des enfants, j'arrivais pas à les endormir. Enfin, en tout cas, mes premiers enfants, je galérais. Du coup, je pouvais passer jusqu'à 22h à galérer à les endormir. Et du coup, à 22h30, enfin, ils dorment. Et moi, je suis au bout de ma vie. Nerveusement, je m'en sortais pas. Et en plus, j'étais trop mignonne parce que je suivais, en fait, des Instagrammeurs, enfin, plutôt sur YouTube, tu sais, qui expliquaient comment fallait faire pour être une maman apaisée, une maman épanouie. Je vois. Les bons conseils Les qui bons font conseils. rêver. Et moi, en fait, j'y arrivais pas, tu vois. J'avais beau essayer, je me rendais bien compte que j'étais pas la maman que je voulais être, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes enfants, la seule chose que je voulais, c'est qu'ils dorment. Et je me dis, c'est pas normal que quand tu rentres le soir, la seule chose que t'as en tête, c'est vas-y, je les fais bouffer, faut qu'ils mangent et faut qu'ils dorment. Et tu vois, c'était ça mon mindset. Enfin, j'ai essayé, j'ai cheminé pour réussir à améliorer peut-être mon style de parentalité en étant... Mais je trouvais qu'il y avait quand même ce problème où j'étais crevée, j'avais pas de temps pour moi, et j'avais beau essayer de mettre en place des bons conseils de parentalité positive, à un moment donné, j'y arrivais pas, quoi. À ce moment-là de ta vie, t'étais pas alignée finalement avec ce que t'avais vraiment envie d'être. Complètement, ouais, c'est ça. Surtout que moi, la nourriture, c'est super important. Enfin, j'aime bien que mes enfants mangent des choses fraîches, des légumes bio, de qualité. Et moi, je me retrouvais des fois avec les petits pots, les petits pots tout faits, Ouais, surgelés, pour leur donner à dégueulasses. manger, quoi. Et puis C'est tout. j'étais là en mode, j'ai pas la force, quoi. Là, j'ai pas la force de m'amuser, là, à sortir la popote. Et puis, tu sais, t'as des copines hyper organisées, parfaites. Alors moi j'en ai en fait. Ah mais tu sais, avec le Thermomix, en 5 minutes, le repas il est fait. Je sais pas, mais moi... En fait, c'est ça le problème, c'est que quoi. quand t'es dans le... Enfin, c'est pas le fond du trou, t'étais peut-être pas au fond du trou, mais bon, en Ouais, tout mais cas, pas tu loin. voyais pas le bout. Tu voyais pas le bout, c'est que, en fait, même 5 minutes, t'arrives plus à les trouver, quoi. C'est pas que 5 minutes, en fait, c'est un tout. Quand t'étais dans cette situation-là, est-ce que dans ta tête, tu te disais que l'entrepreneuriat, c'était une solution pour toi? Alors, j'y avais pensé parce que j'avais essayé, avant d'être salariée, j'avais déjà essayé de lancer des petites entreprises après mes études et ça n'avait pas marché. Et du coup, ça m'a quand même donné la sagesse de me dire que entreprendre, c'est pas si simple que ça en a l'air et je savais qu'un jour je m'y remettrais
mais que là, c'était juste pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je me voyais pas, j'avais été épuisée par mes aventures entrepreneuriales, justement, avant d'avoir des enfants, avant d'être salariée, et je me voyais pas repartir là-dedans, je savais qu'il fallait que j'ai une énergie pour ça, tu vois. Et l'énergie, je l'avais pas. Donc pour moi, la solution, ça a été un peu, ça s'est bien dégoupillé finalement, par rapport au fait que l'arrivée du deuxième enfant, c'était après avoir acheté ce premier immeuble qui nous générait du cash flow. Et là, c'est moi que ça a cheminé dans ma tête. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça, il faut qu'on rachète un deuxième immeuble. Et j'étais prête à gagner moins d'argent et vivre que de l'immobilier, mais j'avais besoin de lever le pied et de me dire, au moins, je pourrais prendre un congé parental. Parce que moi, je sais pas, je suis un peu féministe. Du coup, c'était compliqué pour moi de me dire, parce que Cyril, il me le disait, non, mais c'est bon, t'arrêtes de bosser, et puis c'est moi qui gagne de l'argent pour la famille. Mais moi, je trouvais que ça me mettait dans une position de dépendance très désagréable. Tu sais, les phrases... Moi, j'en ai des copines qui ont fait ça. Tu sais, le mec qui rentre à la maison. « Bon, alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?»« Ah, d'accord. » Puis, tu sais, genre... C'est genre, le gars, il bug, mais t'as pas eu le temps de ranger le linge. Bah, non. Alors, moi, je suis comme toi, et d'ailleurs, j'admire toutes ces femmes qui restent à la maison et qui s'occupent essentiellement de leurs enfants et de la maison, parce que franchement, c'est un boulot, quoi. Mais moi, je pourrais pas non plus. Alors, pas que, tu vois, ça me met dans une position que j'aime pas, mais plutôt en mode, j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin, tu vois, d'avoir des challenges, j'ai besoin de contribuer à quelque chose, et ouais, je comprends ce que tu dis, que ça t'a mis dans une position de mindset un peu compliquée à ce moment-là, quoi. Voilà, exactement. Bon, alors du coup, dans ton cheminement, si je comprends bien, tu avais cette situation qui était hyper désagréable, donc ton boulot, pas forcément plus de sens que ça. Ta vie, en tout cas de maman, ne ressemblait pas du tout à ce que tu imaginais ou ce que tu avais envie, en tout cas de vivre et d'expérimenter. Et t'étais pas en mode, je vais acheter un immeuble pour entreprendre, c'est de base, vous avez acheté un immeuble, l'occasion s'est présentée, et ça vous a guidé ensuite vers le chemin de l'entrepreneuriat tout doucement finalement. Exactement. Moi, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je savais aussi qu'il fallait que je me sente bien dans ma peau et dans ma vie, ne serait-ce qu'avec mes enfants, pour déjà me sentir bien, reposée, moins fatiguée. Je savais l'énergie que ça allait prendre, et du coup, c'était pas dans les conditions-là. Du coup, l'immobilier, pour moi, ça a été un chemin, on dirait, plus facile. Alors en soi, c'était quand même dur, hein, parce que on va en reparler. Voilà, on a géré pour réussir à sortir de tout ça. On s'est vraiment focus là-dessus. Et en fait, ce qui est génial, et ça c'est un luxe, alors qui est peut-être un peu un piège. Et aujourd'hui, en fait, on entreprend, mais tous les revenus de l'entrepreneuriat, c'est vraiment du bonus. C'est pour le plaisir, parce qu'on vit déjà de l'immobilier. Donc c'est un luxe parce que on peut entreprendre comme j'en ai envie, avec la façon dont j'ai envie, avec le rythme que j'ai envie, parce que j'ai pas la pression financière. Mais en même temps, le fait d'avoir aucune pression, ça fait que ça avance aussi un peu moins vite. Mais bon. Après, votre nom, c'est quand même les investisseurs sereins. Oui. Donc ça fait du sens. Un peu de sérénité dans tout ça. Voilà. Et Cyril, dans tout ça, toi, quand tu es dans ce tunnel-là du salariat, de la maternité, ce projet d'achat d'immeuble, comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé? Qui a fait quoi? Est-ce que ça vous a demandé énormément de temps, tu vois, sur ce que vous étiez déjà en train de vivre? Comment ça s'est passé? Alors, lui, en fait, il était, entre guillemets, moins ouvert sur les possibilités de la vie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est que lui, il était vraiment dans un mindset, dans la vie, il faut travailler, faut bosser, un CDI, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en l'occurrence, il était à son compte, mais il travaillait chez un seul client, comme un salarié, en fait. Okay. Et pour lui, c'était son modèle, tous ses copains font ça, et il voyait pas d'autres alternatives. Et en plus de ça, il était dans une carrière montante, donc il avait de plus en plus de responsabilités. Chaque année, c'était pire. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Cyril, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui aime vraiment profondément ses enfants et a envie de passer du temps avec eux. Et ce qui se passait, c'est qu'ils partaient en déplacement. Et moi, mes enfants, ils étaient petits. Donc quand leur père, il rentrait de déplacement, ils voulaient même pas lui parler, en fait. Ah ouais. Enfin, ils étaient en mode vénère. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui... Tu vois, en mode, non mais t'es qui Tu sais, ça fait 5 jours qu'on t'a pas vu. Tu sais, genre, je vais le sauter dans les bras. Tu te pointes là comme ça, quoi. Et je pense que du coup, Cyril, il s'est aussi rendu compte que c'était pas non plus le père qu'il voulait être. Tu vois, le père qui était pas là et puis qui avait pas un lien fort avec ses enfants, lui, il avait vraiment besoin d'avoir un lien fort avec ses enfants parce que, bon, heureusement, les parents de Cyril étaient ouvriers, donc ils travaillaient dur, mais il avait cette chance d'avoir des parents très présents parce qu'il finissait le travail vers 16h, ses parents. Du coup, il s'occupait de lui le soir, donc il avait vraiment une image familiale de parents très présents. Et ça a quand même un peu cogité dans sa tête parce qu'il voyait bien ses collègues qui avaient de moins en moins de temps, de plus en plus de responsabilités. Je te jure, ils avaient des problèmes de santé tellement ils étaient stressés, ses collègues. Enfin, c'était genre l'horreur. Et donc ça s'est un peu cheminé dans sa tête et il a quand même compris
qu'il voulait pas non plus aller dans des niveaux stratosphériques de responsabilité parce qu'il savait que c'était au fond pas vraiment ce qu'il voulait et que ses enfants c'était aussi important. Les enfants c'est un peu un déclencheur pour nous, tu vois, un moteur. Tu vois, si on n'avait pas eu d'enfants, je pense qu'on serait encore là à bosser et puis je sais pas. Sans trop de sens et peut-être à s'épuiser plus que de raison, quoi. Ouais. Clairement. Ok, je comprends tout à fait ce que tu dis. Les enfants, ça change la perspective. Et d'ailleurs, j'ai souvent des personnes qui me suivent et qui n'ont pas encore d'enfants et qui entreprennent et qui ont peur de ça parce que ça prend déjà énormément de temps d'entreprendre, etc. Mais j'ai envie de dire, quand tu es salarié et que tu investis dans ton boulot, c'est pareil, hein, tu peux t'épuiser à bosser des heures et des heures. Justement, t'apprends à être maître de ton temps, t'apprends à faire de la place là où tu as envie d'avoir de la place et t'apprends à créer un business en fait qui est aligné avec ce que tu as envie d'être. Et c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de vous inviter parce que il y avait cette dimension, tu vois, de famille et ça peut être rassurant de se dire, on peut choisir en fait. Tu vois. Et donc, vous achetez cet immeuble. Ça vous génère 700 € de cash tous les mois. Et là, toi, tu te dis, mais il y a grave moyen de faire un truc, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, là, tu vois, on est passé en mode, mais tunnel de la mission, quoi. Enfin, la mission, j'étais en mode, il faut qu'on sorte de ça. Ça s'est révélé, quoi. En fait. Je me suis révélée, je me suis dit, la vie que j'ai aujourd'hui n'est pas la vie que je veux. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'en sorte et je commençais à comprendre qu'avec l'immobilier, il y avait moyen. Il y avait moyen que je sorte de ce tunnel-là. Et donc, on a commencé vraiment à se dire, en fait, tu vois, on prenait plus de vacances. Enfin, on était devenus des robots, quoi. Pendant 2 ans, les vacances, c'était uniquement pour aller faire des visites ou pour gérer des travaux ou gérer des ameublements. Les dépenses, c'était le strict minimum. On essayait de mettre le maximum de côté parce qu'on savait qu'avoir de l'apport, surtout à la fin des investissements immobiliers, quand notre capacité d'endettement allait être au max, on en aurait besoin. Et en fait, pendant 2-3 ans, je te jure, c'était dur parce que même nos amis, des fois, tu sais, ils partaient en vacances et nous, on était les seuls à pas partir, mais vraiment parce qu'on avait cette priorité qui était se sortir déjà de ce carcan-là, de ce système dans lequel on était, et donc on ne pouvait plus être heureux là-dedans. Et du coup, on a fait 2-3 ans vraiment de tunnel. C'était vraiment votre transition, en fait, entre... Parce que là, vous étiez encore salarié à ce moment-là. Complètement, on faisait tout en même temps. Ouais. On partait en train avec les enfants en sac à dos de portage pour faire des visites d'immeubles, suivi de chantier. On faisait ça le week-end. Les soirs, on regardait soit des formations en immobilier pour se perfectionner, soit on regardait les annonces pour chercher des bonnes affaires. Et c'était vraiment une grosse phase dure, mais nécessaire. Et tu juges... Je trouve que vous avez un peu 3 phases finalement dans votre vie. Il y a la phase, voilà, on est salarié, je subis un peu mon quotidien, etc. La phase 2, on est toujours salarié, on est en train de mettre des trucs en place, on fait des sacrifices pour y arriver. Puis la phase 3, la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'était plus difficile pour toi la phase 1 ou la phase 2 ? Est-ce que la phase 2, avec tous ces sacrifices, tu l'as aussi mal vécu que ta première phase ? Eh ben, c'est une excellente question parce que en fait, le pire, je trouve, c'est quand t'as pas de perspective. Donc la phase 1, tu sais, c'est le moment où dans ta vie, tu vois pas d'issue. Tu as l'impression d'être victime de ta vie. Alors qu'en phase 2, oui, tu vois, on passait des heures et des heures à bosser, on passait nos week-ends à faire ça, mais il y avait le pourquoi. On voyait en fait le bout du tunnel et donc peut-être nos copains ne le voyaient pas, ils nous croyaient pas, ils se disaient mais non, mais c'est pas possible, tu pourras jamais arrêter de bosser avec l'immobilier. Enfin, c'était un peu on était, je sais pas comment dire, tu vois, seul sur notre cheval de bataille à y croire à fond et tu vois, les gens ne nous croyaient pas forcément. Et c'est vrai que c'était plus facile, en fait, quand tu vois l'issue. Parce que moi, j'ai ma théorie, même pour les accouchements, parce que comme on est maman, on peut en parler. Mais en fait, c'est plus facile de souffrir quand tu sais que à telle heure, le bébé va sortir. Mais quand tu souffres et qu'en fait, l'accouchement, il dure 20 heures et que tu vois pas la fin, c'est juste horrible. Donc en fait, je trouve que quand tu sais que ça va sortir et que tu as une date de fin et on savait à peu près qu'en 2-3 ans, il y aurait moyen que ce soit bon, parce qu'on a acheté 3 immeubles en tout, du coup. Et je me rappelle encore le coup de fil de Cyril quand j'étais au bureau, où il m'annonce que l'offre a été acceptée du fameux 3e immeuble. En fait, c'était une tellement bonne affaire qu'à cet instant précis, tu vois, quand j'allais bosser, j'étais en mode touriste. J'étais en mode, non mais les gars, en fait, je leur disais pas parce que c'était pas un truc que je parlais au travail. Ouais. Et dans ma tête, non mais en fait là, moi je suis au-dessus, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était un peu prétentieux, quoi, peut-être, mais tu sais, j'étais en mode, ouais, tu vois, les problèmes et tout, tu sais, vraiment, ça me coulait dessus. En fait, t'as switché, là, à ce moment-là, t'étais déjà en mode entrepreneur. Mais tu vois, j'adore ce que tu racontes parce que c'est exactement les premières choses que je travaille avec mes clients, c'est ta vision,
tes objectifs. Comme tu dis, si tu sais où tu veux aller, si tu visualises où tu veux aller, si tu te mets des deadlines, si tu te mets toutes les petites actions, là, tout ce que vous avez fait là pendant 2-3 ans, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, toutes les petites marches, les petites étapes, mais en fait, c'est vachement plus confortable par rapport à ta situation 1 où en fait, c'était comme ça, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de... on savait pas trop où on allait. Ta situation 2, en soi, vous en avez chié, clairement, ça n'a pas été simple. Vos amis, ils partaient en vacances, vous n'étiez pas en vacances, mais vous saviez exactement où est-ce que vous aviez envie d'aller et quelles étaient les petites étapes par lesquelles passer pour y arriver, quoi. Je trouve ça beau, quoi. Et le petit truc que nous, on avait vachement aimé pendant cette période, c'est qu'on avait affiché sur un post-it géant dans le salon notre objectif de cash flow pour arrêter de bosser. Trop Et tu bien. vois, il était tout le temps là, quoi. La visualisation, l'ancrage. Ouais. Trop C'est-à-dire que puissant. quand on était dans notre salon, on mangeait, on avait l'objectif cash flow, le nombre d'immeubles qu'il fallait qu'on achète, enfin le nombre d'immobilier qu'il fallait qu'on achète, la renta qu'on devait viser. Tu vois, c'était clair, quoi. Trop bien. J'adore ce petit exercice qui est puissant parce que tu passes devant tous les jours et tu sais en fait pourquoi tu te lèves le matin et ça te refocus direct sur ce que tu as à faire. Ouais, trop bien. Et alors, donc là, on est dans cette phase 2, vous en chiez, c'est pas facile, vous cumulez votre job tous les deux de salariés, vos enfants, plus tout le boulot qu'il y a autour des investissements, à savoir que c'est certainement beaucoup de démarches, beaucoup d'administratifs, beaucoup de rendez-vous, donc beaucoup de choses à organiser. Comment tu gères, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu as des tips, des choses que tu mets en place pour aller optimiser un peu ta gestion du temps? Comment tu fais à ce moment-là? Bah en fait, pour moi, je suis pas très tips dans le sens où je me sens pas du tout quelqu'un d'organisé. Moi, ma seule solution, ça a été de virer tout ce qui était inutile de ma vie. Du coup, quand il y avait une proposition de vacances, même de projet, de tiens, Dorine, tu veux faire du sport avec moi le soir, je fais bah en fait non, tu vois. Toutes les distractions en fait. Ouais. T'as viré toutes les distractions. En fait, c'est comme un militaire qui a en but un objectif et tout ce qui est pas dans la ligne, bah en fait non quoi. Enfin, moi c'était ma seule solution parce que moi je suis pas quelqu'un d'organisé, donc moi je me laisse disperser trop vite en fait. Ouais. Moi je pars vite et puis je me défocus. Donc mon challenge c'était je reste focus. Et il y a rien de plus important pour moi à ce moment-là. Je savais que c'était pour mon bien-être et ma vie. Enfin franchement moi je me rappelle j'étais mal. Hein. Nous après le deuxième enfant on a eu le baby clash. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais. Avec Cyril, c'était dur quoi. Moi je savais vraiment que notre couple en dépendait, enfin toute notre vie de famille en dépendait parce que, je sais pas, j'admire, comme tu disais, les gens qui arrivent à tout faire. Je mourrais intérieurement, quoi. C'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais... Non, bah si c'est ce que tu ressentais, c'est que c'est ça, quoi. Franchement, ça s'entend. Hein. Donc tu vois, j'ai pas de conseils de dingue, c'était juste Bah si, c'est quand même... focus et toutes les distractions, c'est ciao, quoi. Sans t'en rendre compte, ça fait partie d'un des conseils en productivité, bah, c'est d'éliminer les voleurs de temps. Et pour toi, bah, les voleurs de temps, tu les avais identifiés, c'est tout ce qui était source de distraction et qui pouvait en fait t'éloigner de ton focus. Donc c'est clairement une bonne astuce parce que à ce moment-là, tu avais besoin de te concentrer. Et attention, ce que tu as fait là, on est d'accord, c'est valable pour toi parce que tu es comme ça. Il y a d'autres personnes qui pourraient le faire différemment en gardant, entre guillemets, leur distraction. Mais encore une fois, c'est un choix. Et peut-être ce que vous avez réussi à faire en 2-3 ans, une personne qui aurait conservé les distractions à côté l'aurait fait en 5 ou 6 ans. Ça n'empêche pas, en vérité, c'est un choix Exactement. qui pour toi a été vital, clairement, à ce moment-là, pour ta santé mentale, quoi. Exactement. Bien résumé. Alors là, donc, vous avez cravaché clairement pendant 2-3 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tout se goupille? Comment tout s'enchaîne? Vous faites au revoir, président, à vos employeurs respectifs du jour au lendemain? Comment vous faites? Alors, en fait, c'était assez drôle parce qu'à l'instant, du coup, le fameux coup de fil, c'était début 2019 où on a eu l'accord sur ce troisième immeuble. Je savais que c'était notre ticket de sortie, mais il fallait encore obtenir le prêt immobilier. Donc pour l'instant, on restait focus, faut continuer à bosser, faire rentrer l'argent pour obtenir le prêt. Donc on a obtenu ce prêt, et au moment où on a obtenu le prêt, moi j'ai posé un congé parental parce que j'avais vraiment besoin de juste dormir et m'occuper de mes enfants et faire à manger de façon saine parce que c'était trop dur, tu vois là. Donc moi j'avais posé un congé. Tellement d'énergie quand j'y pense. Enfin, moi perso, pour avoir fait des dossiers en immobilier ou sur d'autres projets pro, c'est du temps. C'est des documents et c'est de la charge mentale de malade. Enfin, je sais pas si c'est comme moi, mais le niveau de charge mentale, quand tu fais des trucs comme ça, c'est quand même important. Donc, cumuler ça avec ton job et ta vie de famille, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est que même si en soi, en termes de temps, ça prend pas tant de temps que ça, parce qu'on pouvait le gérer à côté de notre travail à temps plein, mais
en fait, tous les soirs, tu t'endors. Ah, est-ce qu'on va l'avoir ou pas le prêt? Est-ce que les vendeurs, ils vont pas se rétracter? Tu sais, tu t'imagines toujours, et si tout tombe à l'eau? Mais alors là, je me suis dit, mais je m'effondrerais, quoi. Et du coup, en fait, à l'instant où on a notre offre de prêt officielle, qu'on signe et qu'on valide pour le 3e immeuble, ah, tu vois, là, d'un seul coup, moi, ma pression, elle a rebaissé d'un cran. Je savais que c'était bon. Après, il y avait, entre guillemets, plus qu'une question de formalité. Après, il fallait faire encore les travaux dans le 3e immeuble, etc. Mais je savais qu'en théorie, en pratique, c'était pas encore le cas, mais en théorie, dans 1 an et demi, on pouvait complètement arrêter de travailler, quoi. Parce Ok, que donc on t'avais allait ta avoir... deadline encore, il nous reste au moins 1 an et demi à bosser, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait toujours un peu le stress du dépassement des travaux. Parce que l'immeuble, c'était 15 appartements, donc c'était vraiment du lourd en travaux. Donc on avait estimé nos travaux, mais c'est difficile quand même d'être complètement serein si tu sais pas exactement de combien ça va dépasser. Ouais, et ça, tu peux pas savoir. Exactement. Donc moi, je me suis mis en congé parental, mais Cyril, lui, a continué à travailler pour vraiment, entre guillemets, être sûr que ce soit dans les rails. Et lui a arrêté de travailler, du coup, 6 mois plus tard que moi. Et c'était en février 2020, juste avant le confinement. Et ça tombait parfaitement parce que du coup, les deux ne bossaient pas pendant le confinement. C'était top. Ok. Et donc là, à ce moment-là, on arrive au confinement. Comment se passe votre transition, quoi? Vous passez quand même d'un truc... Bon, alors toi, tu avais déjà eu une petite transition en étant en congé à la maison. Ouais. Comment ça se passe quand vous vous retrouvez tous les deux à la maison? Alors, en fait, déjà, il y a 2 choses. Lui, finalement, en 2020, bon, il y a vraiment eu la bulle du confinement où forcément, bah là, on était vraiment à la maison et Ouais, ça c'est exceptionnel. voilà, ça c'est exceptionnel. Et après, en fait, lui gérait les travaux du 3e immeuble qui n'étaient pas finis. Donc en fait, lui, il passait énormément de temps là-bas. Donc finalement, à ce moment-là, lui, il était encore très occupé dans sa tête. Il n'avait pas le vide de je travaille plus. Et puis moi, je suis tombée enceinte du 3e enfant aux alentours du confinement et elle est née début 2021. Et donc moi j'étais focalisée sur ma grossesse. Donc en fait, tu vois, chacun avait ses occupations. Petit aparté, mais tu l'as vécu comment, du coup, cette 3e grossesse qui a été complètement différente des 2 Ah autres? bah pour moi c'était le moment de profiter de chaque instant. Tu sais, c'était vraiment la fille enceinte, mais qui se regardait le nombril toute la journée. Ouais, j'imagine. Alors, pour avoir fait 2 grossesses en tant qu'entrepreneur où j'ai l'impression d'être passée complètement à côté de tout, j'imagine ce moment-là, en fait, où tu te dis, alors je sais pas, hein, peut-être si c'est le dernier ou quoi, mais où tu te dis là, putain, je vais kiffer. Ah Je vais kiffer parce que c'est le seul moment où je vais pouvoir le faire. mais c'est exactement ça. Parce que pour mes 2 précédentes grossesses, j'avais travaillé jusqu'au dernier moment, sans congé pato ou quoi que ce soit. J'avais vraiment bossé jusqu'à la fin. Et j'avais repris à 10 semaines après la naissance du bébé. Pour les 2 premières grossesses. Après, je m'en plains pas parce qu'à l'époque, ça me convenait. Enfin, je m'étais pas rendu compte de ce que j'avais loupé. Enfin, du coup, tu vois, je pensais que c'était normal. Donc je Bah, m'étais tu sais pas trop, en fait. Ouais, Tant que tu j'en l'as ai pas vécu. souffert. Enfin, Ouais. sur le moment, j'en ai pas souffert. Et par contre, bah, pour la 3e, c'est vrai qu'il y avait le petit côté, ça se trouve, c'est la dernière. J'aime pas dire il y a jamais, jamais, on Ouais, verra. on sait pas, mais bon. Mais On bon, se le mais il dit y quand avait même à un moment donné. C'est ça. Mais j'aime bien vivre chaque grossesse comme si c'était la dernière quand même, tu vois, on sait Mm. jamais. Et du coup, bah vraiment, voilà, c'était vraiment bien. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que Cyril, lui, il était encore à fond dans le stress des travaux du 3e immeuble. Puis moi, dans ma tête, je me dis, mais t'inquiète, tu vas gérer. Et puis moi, Toi, t'avais une autre vie, quoi, à côté. moi, j'avais une autre vie. Moi, c'était mes petits rendez-vous massage, acupuncture. Tu vois, j'étais occupée, tu vois, mais à d'autres choses, quoi. Et c'était vraiment agréable. Et du coup, donc tu vis ta grossesse au top, t'es Ouais. sereine pour le coup. Au moment où vous arrêtez donc complètement de bosser tous les deux en tant que salariés et que là démarre votre vraie vie d'entrepreneur, toi, tu avais toujours eu pour ambition d'être entrepreneur mais toute seule, tu t'étais pas forcément dit qu'un jour ce serait un projet de couple, c'est quand même dingue et c'est pas donné à tout le monde. À ce moment-là, comment vous vous organisez? Est-ce que ce soit en termes de gestion du temps, par rapport à votre vie familiale, par rapport aux tâches que vous vous répartissez, comment vous êtes posé à table et vous avez dit OK, on fait ça, ou il y a eu un petit moment de battement? Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en effet, au début, moi, j'étais en mode, j'entreprendrai seule. Mais là, je parle de même avant que j'étais salariée, j'entreprenais toute seule. Quand j'étais salariée, mon rêve, c'était de monter ma boîte toute seule. J'avais pas du tout cette perspective d'entreprendre à 2. Et nous, c'est vraiment venu parce que quand on a investi en immobilier, finalement, c'est une sorte de micro-entrepreneuriat d'investir en immobilier. Et on était 2 et on a adoré, quoi. On était ultra complémentaires. On avait vraiment nos forces et nos faiblesses qui se complétaient à merveille. Et on était mais ultra heureux dans notre couple.
de le faire ensemble. Et je m'en rappelle toujours, on avait fait la semaine où on a fait l'ameublement de notre premier immeuble. On avait fait mais vraiment une semaine mission où tu sais, tu fais 3 allers-retours à Ikea dans notre petite voiture. Je crois qu'on avait une Polo à l'époque. Donc tu vois, c'était pas évident pour meubler un immeuble avec une Polo de 5 apparts. Et en fait, à la fin de cette semaine, je me rappelle, on rentre, on avait posé donc des congés pour faire cet ameublement. Et avec Cyril, on se regarde et on se dit, mais en fait, j'ai surkiffé cette semaine avec toi, quoi. C'était des vacances de dingue. On était en train de meubler des apparts, mais c'était des vacances qui avaient un sens, où on était en équipe, où on se complétait. On n'était pas l'un sur l'autre, tu vois. Moi, je m'occupais par exemple des allers-retours à Ikea, et lui, il montait les meubles. Et donc moi, je revenais, on déchargeait la voiture ensemble, il montait les meubles. Alors heureusement, on avait les grands-parents qui s'occupaient des enfants pendant cette semaine. Et tu vois, et on faisait, tu vois, on avait à peine le temps de manger le soir, vite fait. On allait se coucher pour être en forme le lendemain. Au taquet. et en fait, on s'est éclaté. Et c'est vrai que ça nous a ouvert sur le fait que si on entreprenait, ben on le ferait ensemble. Parce que ça nous a vraiment fait du sens. Et enfin, ouais, pour moi, c'était un peu une évidence. Mais par contre, tu vois, on a traîné avant de se lancer. Parce que 2020, on a arrêté de bosser. Et on a commencé les investisseurs sereins en 2022. Tout 2021, c'était consacré à la première année de mon bébé, quoi, de ma fille. Parce que je savais à la fois que le jour où on se lancerait, ça va nous prendre de la charge mentale, ça va nous prendre du temps. Et je savais que quand je me lance, je voudrais pas abandonner. Parce que moi, j'avais déjà abandonné 2 fois. Ouais, t'avais cette expérience-là, ça c'est intéressant. Et je savais en fait que se précipiter sur un projet, mais lâcher l'affaire 6 mois plus tard, ça a aucun sens. Je savais quand on allait se lancer, ça allait être pour 3 ans, 4 ans, 5 ans minimum. Enfin, je sais pas, mais je savais que on allait jouer sur du long terme. Donc, je prenais mon temps. J'écoutais plein de podcasts, notamment en 2020, 2021, sur l'entrepreneuriat. Et ça m'a nourri pour me dire, ah, quand j'entreprendrai, je ferai comme ci, je ferai comme ça, je lancerai un podcast. J'ai acheté un micro. Je crois que j'ai mis 8 mois avant de le sortir et enregistrer mon premier épisode. Mais parce que je savais qu'à l'instant où je publiais mon premier épisode, bah, ce serait toutes les semaines. Il n'y aurait plus de répit, c'était fini. Je commençais, je m'arrêterai plus. Voilà, je sais plus si je réponds à la question. Moi, si, non, mais complètement, t'inquiète, il y a un fil. C'est chouette parce qu'en fait, tu mets quand même bien en lumière le fait d'avoir une vision à long terme et aussi le fait que de ces échecs, on apprend toujours. Alors, je sais, ça fait peut-être très américain, mais nous, en France, on a quand même une culture de l'échec qui est plutôt négative. Sauf que toi, le fait d'avoir, entre guillemets, eu des échecs d'entrepreneur avant que tu sois salarié, ça t'a permis quand même de conditionner ta vie d'aujourd'hui, de savoir à quel moment tu voulais prendre du temps, de comment tu allais organiser finalement toutes tes actions dans ton business. Alors, tu dis que t'es pas organisé, au final, si, tu vois, tu l'as organisé de manière à pouvoir perdurer dans le temps, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que t'as beaucoup d'entrepreneurs quand même qui se lancent à fond et au taquet. Et puis 6 mois après, il y a plus personne parce que tu t'es épuisé, parce que tu savais pas où t'allais, parce que t'avais pas conscience que fallait tenir dans la durée, quoi. Exactement. Mais ça, c'est clair. Moi, je me rappelle, au tout début, j'avais entrepris... moi, j'étais jeune, du coup, c'était avant que je sois salariée, c'était juste après les études. Et tu vois, t'as ce côté de rêve, que ça marche. Tu sais, un peu le rêve... je pense qu'on a... Je sais pas, dans la société, quand on voit les Instagrammeurs, machin, tu vois, la révélation, d'un seul coup, t'es connu. Et en fait, j'avais bien compris que c'était pas ça. Et que ceux qui réussissaient, c'est ceux qui tenaient dans la durée. Et celui qui est là encore 2 ans plus tard, alors que personne n'écoute son podcast, et puis qu'il est encore là devant son micro, c'est celui-là qui va réussir à un moment donné à percer. Et c'est pas celui qui a enregistré pendant 6 mois, et puis d'un seul coup, il lâche l'affaire. En fait, non. Et on a plein, justement, des podcasts, ça s'appelle un pod fail. Je savais même pas... je connaissais pas le terme. Le pod fail, c'est parce qu'en fait, en réalité, quand on regarde les podcasts, il y a énormément de podcasts qui, au bout de 6, 10 épisodes, voire 6 mois, en fait, ils lâchent l'affaire. Et moi, je savais que je voulais pas être comme ça. Donc, j'étais prête à faire ça pendant longtemps, sans trop me préoccuper du résultat, mais juste, je fais ce que j'ai à faire. C'est tellement ça ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce format de podcast en mode invité, pour vraiment partager un peu les coulisses de l'entrepreneuriat, parce que comme tu dis, forcément aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu as tendance à voir tout ce qui brille, quoi, ce que tu admires, ce qui t'inspire, et c'est chouette aussi de pouvoir s'inspirer, mais la plupart du temps, tu as tendance à voir que ça. Genre la personne qui a réussi, la personne qui est présente, la personne qui montre ci, qui montre ça, on voit pas toujours ce qu'il y a derrière.
on voit pas combien de temps ça fait que cette personne, tu vois, elle est présente, elle est active, par quoi elle est passée, etc. Et toi, tu peux avoir tendance à te comparer et avoir envie d'abandonner plus tôt, alors que c'est juste normal, en fait, qu'il y ait des étapes par lesquelles passer pour y arriver. Mais la constance et la régularité font que, bah, t'es toujours là après, quoi. Exactement. Mais c'est bien de le partager parce que on a toujours tendance à voir tout ce qui est beau, mais il y a des coulisses. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, elle ressemble à quoi votre vie par rapport à l'étape 1 où vous étiez salarié, en gros t'allais au boulot, t'étais dans ta vie parisienne, tu donnais des petits pots à tes enfants alors que t'avais pas envie de leur donner ça et tu te sentais vraiment exécrable comme maman. Et puis les enfants faisaient la gueule à Cyril quand tu rentrais à la maison. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi votre vie par rapport à l'étape 1 et après avoir brillamment passé l'étape 2 où on y va à fond et on va vers notre objectif? Bah, franchement, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis à Cyril, on se rend pas compte, mais on a une vie incroyable. C'est-à-dire que tout maintenant tourne déjà autour de nos priorités. C'est-à-dire que maintenant, moi, je sais qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. C'est ma santé, le sport, les enfants. Et ça, en fait, c'est un non négociable de mon quotidien. Parce Et que c'est tout ce qui était en dernier c'est avant. ça, c'est ça. Parce que, voilà. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'on se rythme autour du rythme des enfants. Le mercredi, je me consacre à eux. Enfin, du coup, la petite, comme elle est encore vraiment petite, je la mets quand même à la crèche. Je suis pas la mère non plus, tu sais, genre école à la maison, je les garde tout le temps avec moi. Moi, j'ai besoin, et vraiment, ça, c'est un truc que j'ai cheminé longtemps, j'ai besoin de temps que de moi, quoi. Genre moi. Genre, je m'autorise à penser à moi, et que à moi. Et du coup, donc j'ai besoin d'avoir du temps seul. J'ai besoin d'avoir du temps pour faire du sport, j'ai besoin d'avoir du temps où je suis disposée avec les enfants. Et en fait, ce qui se passe, du coup, le business, donc le fait qu'on lance les investisseurs sereins, donc depuis 1 an, etc., on comble les trous, tu vois. Mais du coup, finalement, le business n'est pas ultra prioritaire. Et ça, c'est un petit problème quand même chez moi. C'est un sujet de travail avec Cyril. C'est de réussir à pas non plus que le business, il soit tout petit à côté de toutes nos priorités. Donc, de réussir à cadrer. Mais pour ça, en fait, ce qui nous est vachement utile, alors ça va peut-être choquer les gens, mais nous, on aime bien travailler le soir. Nous, on n'a plus Netflix, on n'a plus de télé. Je veux pas perdre de temps sur ce genre de choses, parce que même si je kiffe regarder une série Netflix, j'adore et tout, ça me met de l'adrénaline, puis je suis la première à pas réussir à m'arrêter, mais en fait, je me sens toujours misérable à la fin, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre et pas la mienne. Ouais, c'est le même principe que consommer du contenu en fait tout le temps des autres et ceux dès le réveil ou le soir. Ouais. C'est qu'en fait, oui, tu vis la vie des autres et tu vis pas la tienne, quoi. Donc on arrive à travailler le soir avec beaucoup de plaisir. On fait beaucoup du coup des coachings le soir ou des appels découvertes le soir parce que les gens, comme ils bossent, ils n'ont pas de temps en journée pour faire des appels découvertes ou des coachings en journée. Donc en fait, on fait ça souvent le soir et on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Donc en fait, on se rattrape, tu vois, sur les horaires, on les adapte. Mais par exemple, on sait qu'entre 16h et 20h, c'est le tunnel des enfants. Et de là à là, il y a personne, quoi. Tu vois, on n'est pas sur les réseaux, on n'est rien du tout, on s'occupe de nos enfants et on est focus, quoi. Donc, est-ce que vous avez une journée type à Ouais. partager? Ouais. Alors, il y a ma journée idéale et la journée Allez, réelle. dis-nous les deux. Alors, la journée idéale, c'est que je fais mon sport, enfin, je dépose les enfants à l'école, je pars courir, et qu'à 9h, j'ai pris ma douche, que je commence à travailler. C'est ma journée idéale. C'est pas du tout celle-là que je vis. Donc, je travaille de 9h à midi. Nous, on a le plaisir d'aller au restaurant tous les midis avec Cyril, lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce qu'on se dit que ça fait déjà un repas de moins à gérer dans la journée, donc autant le prendre. Donc, on se fait un petit resto rapide juste à côté de chez nous. On revient. Là, souvent, l'après-midi, j'aime bien faire plutôt les tâches genre interview, plus, comment dire, détente, tu vois, un peu moins productive. Donc, l'après-midi, c'est mes tâches plus détentes. Et après, 15h50, je vais chercher les enfants à l'école. 20h, ils sont couchés, en théorie. Ils dorment, en théorie, dans ma journée idéale. Ça, c'est la journée idéale, mais... Voilà. Et après, le soir, c'est coaching, coaching de groupe pour nos élèves, coaching individuel. Et puis des fois, quand il y a vraiment rien, nous, on fait des petits étirements. Moi, j'aime bien faire aussi un peu d'étirements le soir. Petite tisane pour papoter avec Cyril et essayer d'aller au lit tôt. Mais ça, c'est aussi ma journée idéale parce qu'on n'y arrive jamais. Voilà. Ouais, ok. Donc ça, c'était ma journée idéale. C'est pas mal, il y a du bon à prendre. Et alors, vous bossez, quand tu bosses le matin, vous bossez tous les deux, chacun en fait a ses tâches, comment vous fonctionnez? Parce que le soir, je sais que vous faites les coachings ensemble, parce que les investisseurs sereins, c'est vraiment tous les deux. Et pour le reste, comment vous vous organisez? Par exemple, là, pendant l'interview, Cyril, il allait faire les courses et il va courir.
Comme ça, je suis tranquille pour l'interview. Et en fait, je me rends compte que même si on travaille ensemble, on a peu de temps effectif, genre l'un à côté de l'autre. Voilà, de temps en temps, on est l'un à côté de l'autre et on bosse, mais il y a souvent, voilà, on a toujours un truc, une priorité, un autre machin. On a acheté notre résidence principale, là, il doit aller faire des rendez-vous. En fait, on s'imagine un couple qui travaille ensemble, genre l'un sur l'autre et qui s'engueule tout le temps, alors qu'en fait, on est plutôt assez chill, tu vois. Ah, il y a ça à faire, faut qu'on fasse ça. Chacun a ses tâches. Ouais, chacun un peu a son domaine de génie aussi, parce que on est très différents en termes de profil, de personnalité. Donc ça fait que moi je suis plus sur la partie créative, création de contenu. Lui va être plus peut-être production. Sur l'opérationnel. Ouais, sur l'opérationnel. On a vraiment des profils différents, donc du coup on se marche pas trop dessus, tu vois. On se prend des fois la tête, hein, je dis pas le contraire, mais c'est assez structuré comme façon de se prendre la tête. C'est bien. Vous vous prenez la tête comme des associés en fait, Voilà, pas comme c'est mari ça. et femme. Voilà. Ok. Est-ce que vous organisez vos semaines? Comment vous y prenez? Vous posez Alors, tous les deux comment ça se passe? Alors, notre système idéal, évidemment, moi je dis toujours il y a l'idéal, mais j'aime bien avoir un idéal parce que je sais c'est quoi ce que j'essaye de mettre en place, Là où tu as envie d'aller. même si il y a des exceptions et c'est la vie, quoi. Donc, dans notre système idéal, le dimanche soir, en fait, on fait un planning de la semaine qu'on a dans la cuisine. J'aime bien faire ça parce que comme ça, même les enfants, ils ont leur petit planning et ils savent, ils voient, voilà, j'ai judo, j'ai tennis, je sais pas quoi, ils voient leurs activités. Quand c'est annulé, ils voient qu'ils ont pas, enfin, ils sont contents. Et ça, en fait, on utilise ce planning global avec les points, entre guillemets, les rendez-vous qui sont non négociables en termes de place de temps. Et après, on a aussi un petit tableau qui est derrière moi, mais j'ai enlevé tous les post-it parce que je trouvais que ça faisait moche. Mais c'est pas bien, mais j'aurais Moi dû j'aime assumer. bien. Mais du coup, et on essaye de prioriser les tâches en début de semaine. Et surtout, moi, j'aime bien la veille au soir. Moi, je trouve ça tellement important. De la veille au soir, de savoir c'est quoi la prio du lendemain. Ouais. Ça, c'est un truc tout con. Mais quand je me lève et que je sais pas c'est quoi ma prio de la journée, je te jure, j'ai une journée pourrie. Ouais, ça m'étonne pas. Et pour moi, juste le soir, de se poser en se disant c'est quoi la prio du lendemain, mais ça change ma journée. Alors que ça prend 5 minutes, quoi. Bah surtout si tu disais que tu as besoin d'être focus et que tu as tendance à t'éparpiller. D'ailleurs, ce qui est le cas d'énormément de gens, hein. Clairement, aujourd'hui, surtout dans notre société, on a tendance à s'éparpiller parce que tout est urgence, tout le monde te sollicite. Enfin, l'urgence des autres, c'est toujours, enfin, ça devient la tienne, c'est catastrophique. Comme tu dis, en fait, que ce soit le soir, moi, je fais comme toi, c'est toujours la veille pour le lendemain, je regarde toujours mon planning. Je regarde ce que j'ai de prévu, je me dis, OK, si j'avais un seul truc à faire demain, c'est quoi? Parce qu'une fois que tu as bouclé ton truc, déjà, tes premières heures, si c'est possible, elles doivent être consacrées à ça. Une fois que c'est terminé, eh ben, tu passes au reste et limite, tu as l'impression d'avoir fait du bonus, quoi. Tu vois, les autres trucs que tu as fait, c'est trop bien, tu les as checkés, c'est du bonus parce que le seul truc important que tu avais à faire, c'était ça. Et je sais que quand je dis ça, alors les gens n'aiment pas les to-do list, mais des fois, ils ont envie de faire des to-do list à rallonge pour avoir l'impression d'avoir été productif. Et quand je dis, mais ok, en fait, si tu avais un seul truc à faire dans ta journée, ça serait quoi? Souvent, on me dit, non, mais comme si j'avais qu'un seul truc à faire dans ma journée. Tu vois, comme si c'était un peu dégradant d'avoir qu'un seul truc important à faire dans ta journée. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un truc qui va être plus important que l'autre. Un truc qui va être, tu vois, en termes de productivité, plus important, qui va avoir plus d'impact dans ta vie, dans ta journée, dans ton business ou même dans ta vie de famille. C'est hyper important de savoir ce que c'est, quoi. Ouais, mais carrément. Et moi, je sais que comme je suis pas quelqu'un d'archi organisé, moi, c'est le système, entre guillemets, minimaliste qui me va très bien, de me dire une chose. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je me perds. Hein. Quand je fais des to-do list, je prends toujours la tâche la moins importante et la moins impactante à faire en premier. Parce que tu sais que tu vas la cocher. Ouais, je vais la cocher parce que ça me sort pas de ma zone de confort, c'est ma tâche tranquille. Et en fait, le fait de choisir qu'une seule tâche, en fait, il n'y a pas de tergiversation sur par quoi je commence. Et puis tu t'hésites encore 20 minutes avant de commencer à te lancer dans la première tâche de la to-do, quoi. C'est tellement ça. Tu as bien théorisé le principe de la tâche importante et des to-do list où tu coches des trucs qui servent à rien et le plus important et reste dessus, quoi. Top. Eh ben écoute, il y a une question signature sur le podcast et vu qu'on est dans les thématiques, tu vois, de l'organisation, la productivité, la gestion du temps, ça serait que tu puisses donner aux auditeurs du podcast tes 3 conseils, mais vraiment qui sont en relation avec ton expertise. Donc s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans l'immobilier, s'il y a des gens qui ont envie finalement de vivre votre vie d'aujourd'hui, ça serait quoi vraiment tes 3 conseils principaux que tu pourrais leur donner? Alors bon, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai préparé les 3 conseils. Du coup, le premier conseil, c'est un truc qui était récurrent un peu dans l'interview, et les 2 autres, vous allez voir, c'est des autres qu'on n'en a même pas parlé. Donc le premier conseil, c'est une chose à la fois, le côté focus.
Moi, je m'en rends même compte dans les personnes qu'on accompagne en investissement immobilier. Des fois, il y en a, ils lancent un business en même temps, ils ont des projets à côté, et en fait, je trouve qu'on est plus efficace si on se dit, ok, je me prends un CDI pour avoir un bon dossier d'endettement, je sais que j'en ai pour 1 an, entre guillemets, et après, je passe à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un exemple typique. Bah, du coup, je trouve que c'est mieux que de vouloir faire un peu tout en même temps et n'être bon nulle part, parce qu'au final, tu vas pas vraiment faire décoller ton business, parce que tu vas t'occuper en même temps de tes investissements immobiliers. Donc, tu vois, tu fais soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est... Toujours le focus, quoi. Ouais, toujours le focus. Parce que je pense que même les gens... Parce que moi, je sais que je suis pas organisée et je l'assume. Du coup, je sais que je dois me méfier de moi-même parce que je vais tergiverser. Mais il y a des gens qui se croient organisés et qui se disent qu'ils vont pouvoir gérer plein de trucs à la fois. Mais en fait, à la fin, je trouve qu'ils vont pas au bout vraiment à fond sur tous les sujets, tu vois, ils survolent en fait tous les sujets. Tu termines jamais ce que tu as commencé, tu fais plein de petits trucs à la fois. T'es 10% là, 10% là, 10% là, et t'es pas à 100% sur la tâche sur l'objectif, en tout cas, vraiment qui t'anime, quoi. Et donc au final, après, ils vont dire ah bah du coup, je savais que ça allait pas marcher. Je fais bah ouais, mais en fait, tu t'es pas mis à fond dedans, donc ça c'était un petit le conseil. Focus. Une chose à la fois. Moi, ça a bien marché pour nous. Alors ensuite, rien à voir. Le deuxième conseil, ça c'est surtout par rapport à l'investissement immobilier, c'est d'accepter que ce soit un peu moins rentable, mais pour sa propre tranquillité. C'est-à-dire que ça, je le vois aussi, c'est vraiment un arbitrage, c'est que c'est facile d'être rentable, entre guillemets, si tu fais de la location courte durée, que tu fais tous les ménages, toutes les entrées-sorties. Et tu te fais bien chier. Et tu passes tout ton temps. Bah ouais, t'es rentable, c'est génial. Mais en fait, est-ce que t'es vraiment rentable si tu prends en compte le temps que tu passes à faire ça ? Moi, j'aime bien toujours dire aux gens, faut connaître son taux horaire, c'est-à-dire combien tu vaux de l'heure. Et est-ce que là, si tu comptais toutes les heures que tu passes, est-ce que ton investissement, il est si rentable que ça, en fait ? Parce que c'est facile de... Je bois tes mots parce que j'ai un investissement locatif en saisonnier. Mais alors, ce que tu dis, ça me parle tellement parce que on a calculé ça, tu vois, avec mon mari. Genre, OK, c'est ultra rentable. Mais alors moi, tu vois, en tant que maîtresse du temps, j'ai dit, bah ouais, OK, rentable, mais combien de temps je mets dans ce truc-là ? Et j'ai dit, bah non, c'est juste pas possible, en fait. Finalement, c'est pas si rentable que ça. Si mon temps, moi, en tant qu'entrepreneur, je le passe à faire autre chose qui est dans ma zone de génie que aller me faire chier, à faire les ménages, les remises de clés, les machins, les gna gna gna. Non, juste non, quoi. Donc, OK. Privilégier donc sa sérénité à l'investissement, sa sérénité, son temps passé. Je dirais plutôt arbitrer. Parce que je pense qu'il y a des profils qui ont peut-être besoin de ce boost de rentabilité momentanée pour X raisons, et il y a peut-être des profils qui finalement se retrouvent à bosser de façon démesurée pour leur investissement, alors que ce n'est pas nécessaire et pas intelligent, on va dire, parce qu'ils pourraient mettre le focus sur du coup peut-être leur activité business s'ils en ont une. Ça dépend des profils, mais en tout cas l'arbitrer, c'est le bon mot. Donc ça, c'était le conseil d'accepter d'être moins rentable pour plus de tranquillité. Et le troisième conseil, alors ça, je sais que les gens, des fois, ils hallucinent un peu, mais pour moi, le plaisir, c'est une priorité. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'impression, là, quand on a parlé d'investissement immobilier, du fameux tunnel, que c'était horrible, mais pour moi, le plaisir a toujours été un moteur et un guide, que ce soit dans l'investissement immobilier, que ce soit dans le business. C'est que j'ai toujours dit à Cyril, on se le disait entre nous, si on s'amuse pas, on le fait pas, quoi. S'il n'y a pas un moment donné où il y a un plaisir, en fait, on va pas le faire. Alors attention, j'ai pas dit que forcément il y a des tâches qui sont rébarbatives et qu'il faut faire. Je veux dire, il n'y a pas le choix et on les fait. Mais pour être honnête, le premier investissement immobilier, on pensait pas du tout qu'on allait aimer. Nous, c'était vraiment la corvée d'acheter le premier immeuble parce qu'il faut préparer la retraite. On était vraiment dans un mindset, il faut. Et c'est justement après la fameuse première semaine de congé où on a tout meublé et on s'est amusé. Et en fait, des fois, quand on fait l'ameublement, tu sais, je dis à Cyril, franchement, je m'en fiche, mais tu vois, par exemple, cette déco, elle me fait kiffer, elle me fait marrer, et j'ai envie que les photos, je les trouve trop belles, pour mon plaisir, et donc, je suis prête à mettre 100 € de plus dans la déco, parce que ça me fait kiffer. Et j'accepte ça, parce que pour moi, le plaisir, il est super important. Et même quand, par exemple, tu sais que tu vas aller sur le samedi, faire un aller-retour en TGV pour gérer ton immobilier, tu vois, d'aller faire un petit resto sympa le samedi midi, je trouve que ça rend la journée plus belle. Ouais. Et au final, tu vois, t'allies un peu le plaisir
et l'amusement avec... parce que pour moi, c'est super important parce que juste investir, mais en mode je subis mon investissement, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis de toute façon, dans ce que tu dis, on peut le transposer à n'importe quel entrepreneur, hein. Dans l'entrepreneuriat, bien souvent, alors j'adore ce que tu dis sur le il faut, donc toutes les injonctions finalement qu'on se met, mais il faut jamais oublier pourquoi on a eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était certainement pas pour se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et tous les trucs chiants, tous les trucs qu'on va faire par obligation, etc. Mais il y a quand même cette notion de kiff avant tout. Et je pense que dans tous les conseils que tu nous as donnés auparavant, l'objectif ultime, c'est un peu l'objectif ultime qui vous a poussé vous à vous lancer. Et en fait, c'est vraiment de kiffer votre vie, quoi. Exactement. C'est une parfaite conclusion. Franchement, merci beaucoup, Dorine, pour ce partage d'expérience. Je trouve ça hyper inspirant. Encore une fois, l'objectif de ce podcast, c'est de montrer aussi que tout est possible. Et je trouve ça génial que tu aies pu nous partager que de ton point 1, où vous étiez un peu dans un tunnel, sans aucune perspective, sans aucune visibilité, pas d'objectif de défini, etc. Vous arrivez aujourd'hui à kiffer pleinement votre vie d'entrepreneur. Vous prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Vous avez un business qui clairement vous fait vivre, et plus que vivre, parce qu'il y a une bonne partie de bonus. Vous kiffez avec vos enfants. Et aujourd'hui, vous partagez ça aussi avec d'autres personnes qui aimeraient du coup vivre cette vie-là. Donc je trouve ça trop chouette. Bravo à vous, franchement, c'est hyper inspirant. Merci, c'est un plaisir d'être ici et d'avoir partagé ce moment avec toi. Et si jamais nos auditeurs avaient envie de vous retrouver, toi et Cyril, ou est-ce que vous avez des actualités aussi à nous partager? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors moi, l'endroit où je prends le plus de plaisir, c'est clairement le podcast. Donc c'est Les Investisseurs Sereins. Donc là où je partage pas mal d'épisodes sur l'investissement immobilier. Je fais des petits épisodes assez courts de 10-15 minutes et des interviews également. Et après Instagram, je t'avoue qu'aujourd'hui, je subis encore Instagram. Je suis pas pleinement dans le plaisir, mais on y travaille. C'est pas du tout instinctif pour moi encore les réseaux sociaux, mais on y travaille et on progresse doucement. Donc il y a Instagram aussi, Les Investisseurs Sereins. Top. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver Dorine et Cyril, des Investisseurs Sereins. Encore un grand merci, Dorine, pour ce partage d'expérience. J'ai pris un grand plaisir à enregistrer cet épisode avec toi. Et puis surtout, j'ai pris plein de bons conseils, parce que je trouve que le domaine de l'immobilier, c'est vraiment un domaine hyper intéressant, et qui peut venir justement peut-être modifier son avenir, changer son avenir pour quelque chose de meilleur. Donc un grand merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître, et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.